Nous remercions la ville de Marseille, Monsieur Ahmed Edadi, adjoint au maire en charge du lien social, de la vie associative, des centres sociaux du bel âge et de l'animation urbaine, le service famille senior et la division senior porteuse du projet de ces conférences que nous allons partager aujourd'hui. Une conférence sur la thématique senior, être autonome et vivre ses choix. Les conférenciers aborderont la question de l'autonomie et de ses choix en vous présentant dans un premier temps l'association Hold Up dans laquelle ils sont engagés depuis plusieurs années afin d'apporter un autre regard sur la vieillesse. Dans un deuxième temps, ils définiront la notion d'autonomie et leur spécificité en abordant la sénescence. Puis nous verrons comment permettre aux seniors de mieux apprécier ses limites, ses capacités et ses possibilités pour rester autonomes le plus longtemps possible. Comment ralentir le vieillissement du cerveau? Comment entretenir son cerveau par la stimulation cognitive? Nous vous proposerons des outils et des exercices à faire ensemble et à la maison. Nous tenterons de trouver les clés qui permettront aux seniors de mieux évaluer les risques, de prendre les bonnes décisions quant à son avenir pour assumer ses choix. Nous remercions nos trois conférenciers. Bruno Griot, médecin toujours en activité, président de l'association Hold Up. Monsieur Michel Poncé, neuropsychiatre retraité, vice-président de l'association. Et monsieur Jean-Claude Orsini, professeur de neurophysiologie retraité également. Donc tous trois sont engagés au sein de l'association Hold Up, qui a pour but de donner du sens au phénomène sociétal qui est l'allongement de la vie. Notre conférence va durer à peu près 1 heure et nous vous remercions d'être avec nous pour partager ce beau moment. Donc la première intervention traitera d'une présentation de l'association Hold Up par son président à Marseille, monsieur Bruno Griot. Donc je vais vous présenter dans un premier temps. Monsieur Griot a une vie professionnelle très active. Il est médecin et il a eu 3 grandes activités dans sa carrière. Il a exercé la médecine générale pendant plus de 50 ans, qu'il exerce toujours actuellement en cabinet libéral. Il me disait qu'il a pu suivre des patients sur 5 générations. Il a eu également une activité dans le monde du handicap avec une animation pendant 20 ans des équipes médicales et paramédicales d'établissements marseillais qui s'occupent d'enfants sourds, aveugles et malvoyants avec des polyhandicaps. Et il a également eu une activité médico-légale en qualité d'expert pour la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et la Cour administrative d'appel. Donc merci monsieur Bruno Griot d'être présent avec nous aujourd'hui pour cette journée. Nous vous laissons la parole afin de présenter l'association Hold Up. Merci. Alors Hold Up est une association qui a été fondée à Paris en 2006. Hold Up, vous avez bien remarqué, c'est un jeu de mots qui est tout à fait convenable quand on est à Marseille, mais c'est un Hold Up sans le H. En 2006, Marie-Françoise Fuchs a été la fondatrice de Hold Up. C'est une dame qui était elle-même médecin et psychothérapeute. Dès le départ, il y avait à Hold Up cette empreinte médicale et psychothérapeutique. Elle a été fondatrice de l'école des grands-parents et de l'école des grands-parents européens. Et je crois qu'elle s'occupe encore un petit peu de cette association. En 2016, elle a cédé la présidence à Philippe Guton. Philippe Guton, lui, est un psychiatre, psychanalyste, avec toutes sortes de cordes à son arc. Il est professeur de psychiatrie infanto-juvénile, il est docteur en psychologie, il est docteur ès-lettres. Bon, c'est un grand intellectuel et qui a cette particularité d'avoir été un des grands spécialistes en France de l'adolescence. Il a lui-même créé une revue qui s'appelle Adolescence. Et Philippe Guton, donc en fin de carrière, a jugé bon, intéressant, productif de s'intéresser aux personnes âgées. On a souvent discuté avec lui, il
pense qu'il n'y a qu'un des similitudes entre la période de rupture de l'adolescence et la période de rupture que représente l'entrée dans la vieillesse. L'idée tout de même, c'était de faire prendre en compte cette entrée dans une troisième partie de la vie d'une classe de la population de plus en plus nombreuse. Alors, le public, c'est un public, en gros, d'une population qui a environ 75 ans, un peu plus, un peu moins. Dans la deuxième partie de la retraite, la première partie étant une partie active, avec souvent une grosses implications auprès des petits-enfants. Et après, dans la deuxième partie, on a un petit peu plus de temps. Les petits-enfants grandissent et il faut passer à autre chose. C'est pas une exclusive, cette tranche d'âge. Il y a à Hold Up des gens qui ont 65 ans, d'autres qui en ont 90, voire des centenaires. Mais l'idée, c'est que ce sont des gens qui sont en bonne forme physique et intellectuelle et qui entendent de rester. Alors, dès le départ, on retrouve sous la plume de Marie-Françoise Fuchs et de Philippe Gutton deux slogans. Le premier slogan, c'est « Plus si jeune, mais pas si vieux », qui résume bien la situation. Et le deuxième, c'est « Donner du sens et de l'utilité à cette période, à cette constatation sociétale qu'est l'allongement de la durée de la vie ». C'est, faut-il le préciser, une association qui est apolitique et areligieuse. Autrement dit, tous les courants de pensée, toutes les croyances, toutes les non-croyances sont présentes à Hold Up, mais interdiction, bien entendu, de faire du prosélytisme. On peut en discuter et ça se passe dans un climat d'amitié et d'ouverture, mais pas de prosélytisme. Les buts de l'association, c'était d'abord de faire connaître la place, le rôle, l'aptitude et l'utilité des personnes vieillissantes. C'est un petit peu le rôle civique, sociétal de Hold Up. Voilà, il y a cette tranche d'âge, toutes ces gens qui sont là, il faut qu'ils gardent leur place dans la société. Le deuxième point, ça a été d'identifier les obstacles au maintien de cette tranche d'âge dans une vie active et parfaitement intégrée. Et pour cela, il fallait affirmer les capacités de ces seniors, les capacités à prendre des décisions, à être actifs dans la vie et surtout faire des choix. Et enfin, grande option dès le départ, c'est assurer le lien entre les générations. Nous fonctionnons jusqu'à présent avec 4 ateliers thématiques. Ce sont des ateliers thématiques mensuels d'une durée de 2 heures environ qui portent sur les sujets suivants. Le premier sujet, c'est le vieillissement cérébral, comment vieillit le cerveau, comment vieillissent les grandes fonctions cérébrales, les fonctions supérieures, comme on dit, et d'abord les connaître un petit peu, savoir comment ça fonctionne à l'état normal, comment ça vieillit, et comment on peut essayer de remédier à ce vieillissement. Deuxième atelier sur la culture numérique, non pas uniquement le fonctionnement des instruments numériques, mais la culture numérique en général. Qu'est-ce qu'un ordinateur? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qui nous inquiète? Que sont les GAFA, leurs menaces? Des tas de choses qui sont très intéressantes. Ce qui n'empêche pas qu'au sein de Hold Up, il y a une association dont on s'occupe parmi nous qui forme les personnes âgées à l'usage du numérique. Un troisième atelier un peu plus littéraire sur le thème des générations et de la transmission. De quelle génération sommes-nous?
pour la plupart, on est des générations des 68ards. Et qu'est-ce qu'on peut transmettre de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a pensé, ce qui était bon, ce qui était moins bon. C'est un groupe très intéressant d'échange. Et enfin, un groupe sur la relation médecin-malade, qui fonctionne surtout sous la forme de conférences également très intéressantes. Ce que nous avons en projet à Marseille également, c'est la création de groupes de parole. Mais enfin, c'est vrai qu'apparemment, j'ai l'impression qu'à Paris, les gens sont plus portés à parler d'eux-mêmes. Ici, dans le Midi, un peu moins, semble-t-il. D'autres ateliers, je m'implique actuellement pour former un atelier sur psychologie, au sens large, ou psychanalyse et vieillissement, qui fait un peu le pendant à l'atelier sur le vieillissement des fonctions cérébrales. Ce que vous m'aviez posé, c'était la question de pourquoi l'usage du terme vieux. Oui, c'est ça. Voilà. Je voulais d'ailleurs vous poser la question parce que dans la population française, de manière générale, et l'opinion publique, on parle davantage de personnes âgées ou de seniors. Or, il est vrai que quand on regarde et qu'on consulte le site d'Hold Up, le terme vieux revient régulièrement et on a même des ouvrages intitulés « Vieux et debout ». Voilà. C'est comme s'il y avait une revendication de ce terme vieux. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est une revendication qui, même parmi nous, est discutée. D'aucuns ne sont pas trop d'accord avec cette espèce de militantisme des vieux, nous les vieux, qui va un peu dans le sens actuel. Chacun revendique son identité, nous les homos, nous les véganes, nous les ceci, nous les post-coloniaux. Enfin bon, chacun a sa tranche dans la société. C'est peut-être quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais il y a aussi le fait que d'aucuns disent bon, on est vieux, c'est comme ça, autant appeler les choses par leur nom, on n'a pas à en rougir, et on continue un petit peu dans ce sens. Moi, j'aurais eu tendance, à titre personnel, à pas trop utiliser le terme vieux. Peut-être parce qu'il ne me plaît pas personnellement, ou peut-être parce qu'on ne se sent pas vieux. Voilà. On ne se sent pas vieux. On n'est pas les seuls. Laure Adler, dans son bouquin, parle systématiquement de vieux et défend cette appellation comme quelque chose de naturel. Complètement. Oui. Donc, vous n'aimez pas visiblement cette expression, les vieux. Est-ce que pour vous, il est important de rester actif? Vous continuez votre activité en tant que professionnel de la médecine, en tant que médecin. Vous avez eu de multiples activités durant votre carrière. Vous continuez aujourd'hui. Est-ce que c'est important pour vous de poursuivre une activité professionnelle pour rester jeune, entre guillemets? Je crois que c'est très important et bon, les médecins et certaines professions ont la possibilité de le faire, ce que malheureusement ne peuvent pas faire d'autres professions, en particulier les salariés qui sont atteints par la limite d'âge. Mais il y a des tas de pays dans lesquels l'activité professionnelle se poursuit à un âge avancé. C'est une revendication d'ailleurs de Hold Up actuellement de permettre à ceux qui le souhaitent et ceux qui le peuvent de continuer à avoir une activité professionnelle. Mais avoir une activité tout court, je crois que ça c'est important. Un petit peu là, bon. Il y a une phrase on parle de psychologie, il y a une phrase de Freud bien connue qui dit c'est quoi le but de la psychanalyse, c'est quoi vivre? Il dit vivre, le but c'est aimer et travailler. Donc c'est un petit peu ce qui est à la base de ce que nous voulons faire. Nous voulons aimer, travailler, c'est pas forcément avoir un boulot rémunérateur, mais travailler, mais ça on en parlera un petit peu plus loin au sens large du terme. Merci à vous, Monsieur Grilliot, pour votre intervention et votre présentation. Nous allons maintenant vous présenter la deuxième partie de cette demi-journée.
La deuxième conférence avec pour titre Autonomie et sénescence. Michel Poncet, neuropsychiatre, professeur des universités, médecin des hôpitaux de Marseille, vous présentera cette conférence. Monsieur Michel Poncet a été chef du service de neurologie et de neuropsychologie à l'hôpital de la Timone de 1990 à 2005. Il a également été directeur du groupe de recherche en neuropsychologie de 1991 à 1997. Michel Poncet est toujours très actif aujourd'hui, notamment dans l'association Hold Up. Donc nous vous écoutons avec grand plaisir sur la question de l'autonomie, des autonomies et de la sénescence. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais dire que moi, Hold Up m'apporte beaucoup. Je fais partie des grands seniors, comme certains disent, ou des vieux, comme je le dis, des vieux. J'ai 82 ans. Et je ne suis plus en activité professionnelle, mais ce que je vis au sein d'Hold Up en assistant à tous les groupes me donne une force vitale, un élan vital, une envie de vivre et de travailler extraordinaire. Ça a été pour moi vraiment une révélation, Hold Up. Je tenais à le dire. Alors, moi, je suis en charge, je vais parler d'autonomie et de sénescence. En fait, je vais parler essentiellement de ce que certains sociologues appellent les grands seniors, les plus de 75 ans, avec un chiffre qu'on voit sur cette diapo, 80% des plus de 75 ans sont plus ou moins dépendants, ont plus ou moins perdu une certaine autonomie. Ça fait beaucoup. Alors on va d'abord parler, si vous voulez, je vais essayer de parler simplement d'un concept extrêmement complexe qui est celui d'autonomie, qui est toujours discuté. Il y a des livres, des associations qui travaillent sur ce concept. Je vais essayer d'être simple et de vous dire ce que moi j'utilise comme définition de l'autonomie ou que j'utilisais dans ma pratique. Il y a oui, donc ça c'est le titre. Et ensuite je parlerai donc de la sénescence. Alors l'autonomie, la définition, c'est d'origine grecque, c'est autos, et nomos, c'est soi, et la règle. Et ça, c'est la capacité d'un être à se gouverner par ses propres lois. C'est ça l'autonomie. De choisir et d'agir librement, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, qu'il y a déjà là une notion très importante, c'est agir en accord avec les règles de la société. Je suis libre d'agir, mais si j'agis contre les règles de la société, je me retrouve en prison, ce qui n'est pas un lieu de toute liberté, de toute autonomie. Donc, c'est à la fois une autodétermination et une auto-limitation. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus, sur la suivante, s'il te plaît. Alors, bon, on peut distinguer, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, 3 autonomies. L'autonomie fonctionnelle, l'autonomie décisionnelle et l'autonomie relationnelle. La suivante. Alors, l'autonomie fonctionnelle, c'est la capacité de faire les activités de la vie quotidienne. Il y a des grilles d'évaluation de ça, de s'habiller, de se lever, d'être propre, de faire le ménage, enfin, oui, toutes les activités de la vie élémentaire. La suivante, alors, vous connaissez, vous avez sans doute entendu parler, beaucoup d'entre vous ont entendu parler de la grille Agir. Grille Agir qui est utilisée pour attribuer l'allocation personnalisée d'autonomie en fonction de ses revenus et en fonction de ses dépendances. C'est une grille qui fait essentiellement référence aux activités de la vie quotidienne, qui prend en compte déjà quand même un peu en compte l'autonomie décisionnelle, mais très peu. La suivante. Alors, l'autonomie décisionnelle. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais je tiens à dire déjà que l'autonomie décisionnelle est très peu altérée chez les sujets dont je parle, les grands seniors. L'autonomie décisionnelle
est très altérée quand on arrive à la pathologie cérébrale. Et par exemple, une maladie que vous connaissez tous, dans laquelle l'autonomie décisionnelle est relativement rapidement atteinte et va devenir très gravement atteinte, c'est la maladie d'Alzheimer. Donc l'autonomie décisionnelle, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, être capable de vivre ses valeurs, ses convictions, oui, c'est ça, tout en, évidemment, tout en respectant les règles sociétales. La suivante. Alors, une très belle autonomie, sur laquelle moi j'insiste toujours, j'insistais quand j'étais en activité, c'est l'autonomie relationnelle. Sans les autres, on ne peut pas vivre. On est tous interdépendants des autres. Et en vieillissant, vous allez voir, vous voyez que ça s'accentue beaucoup. On a de plus en plus besoin de son épouse, de ses enfants, de ses petits-enfants. On perd, si vous voulez. On a besoin de cette relation est essentielle pour qu'on soit autonome ensemble. C'est donc une autonomie qui se situe dans la relation à autrui. C'est voilà, c'est la suivante. J'ai fait quelques exemples. Vous voyez là, il y a une très belle image d'un aveugle bien portant et d'un voyant paraplégique. Ils sont extrêmement dépendants l'un et l'autre, mais ensemble, ils peuvent tout faire. Vous voyez, par la relation, ils acquièrent une autonomie. Et ils peuvent tout faire ensemble. La suivante. Oui, un exemple que je donnerais, c'est dans ce film que beaucoup d'entre vous ont vu ou connaissent. Et la question que je pose, c'est est-ce que François Cluzet est autonome? Est-ce que Omar Sy est autonome? Alors François Cluzet, on va me dire, mais vous êtes fou, il n'est pas autonome du tout. Il ne peut pas s'habiller, il ne peut pas se lever, il ne peut pas faire pipi seul, caca seul. Enfin, il est complètement... Il n'a plus aucune autonomie fonctionnelle. Mais avec Omar Sy, il fait tout. Il va au cinéma. Il va manger avec sa copine. Enfin, il tombe amoureux, c'est ça, hein, d'une jeune femme. Il va manger avec elle. Et il est complètement autonome. Il fait tout. Il vit normalement. Avec Omar Sy. Il vit normalement. Et Omar Sy, il a retrouvé son autonomie lui aussi. Parce qu'il est payé, il a un salaire. Vous voyez, c'est ça, un peu ça la notion d'autonomie relationnelle. La suivante. Et c'est aussi, si vous voulez, l'autonomie relationnelle qui est très importante dans la relation interpersonnelle. Mère-fille, mère-fils aussi, bien sûr, père-fille, vous voyez, c'est très, très intéressant et c'est très important de prendre en compte cette notion d'autonomie relationnelle. C'est la suivante, je crois que j'ai à peu près... Ah oui, non, il y a un concept dont je voudrais dire deux mots, parce qu'il me paraît alors très utile et qui explique alors beaucoup la société, le social, le politique, c'est la notion de capacité. Alors là aussi, c'est un concept très complexe, hein, et je vais le simplifier et donc forcément le défigurer un peu. Mais vous voyez, la capacité, c'est autre chose que la capacité. On peut avoir la compétence pour prendre une douche, pouvoir prendre une douche, mais si je n'ai pas de douche, je n'ai pas la possibilité de prendre une douche puisque je n'ai pas une douche. Oui, je suis en fauteuil roulant à Marseille, et ce n'est pas une critique contre la ville de Marseille, hein, pas du tout ça, hein, bien sûr. Mais je suis à Marseille. Je veux faire pipi. Quand on est vieux en plus, quand on a plus de 75 ans, on a des problèmes de pipi. On est dépendant ou un peu parce qu'on a la prostate. À Marseille, vous savez, faire pipi à Marseille quand on fait ses courses, c'est pas très simple, surtout quand les cafés sont fermés. Alors, voilà, tout ça, vous voyez, c'est des notions très très importantes qui impliquent la société, et peut-être que c'est une bonne façon de prendre en compte la capacité d'évaluer la capacité d'une société.
la qualité d'une société, plutôt que uniquement par le PIB. La suivante. Alors, pour finir sur l'autonomie, il ne faut pas oublier qu'en France, on a quand même la CNSA, ça s'appelle Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et eux utilisent un outil d'évaluation assez fantastique, mais qui est d'origine américaine, qui est compliqué, qui est long à faire passer, mais qui prend en compte toutes les difficultés, qu'elles soient intellectuelles, fonctionnelles, maladies, etc., de l'individu. C'est le RAIH, c'est le Resident Assessment Instrument, l'instrument pour faire le bilan des résidents, bon, mais chez eux, home care. Hein, c'est pas home cure, hein, c'est home care, hein, pour prendre soin à domicile. La suivante, et il y a là beaucoup des futurs outils qui sont en cours d'évaluation. Vous voyez, capacité à gérer ses finances, capacité à voter, bien sûr, capacité à désigner un suppléant, un décisionnaire supplétif, capacité à rédiger des directives anticipées, etc. Et capacité à utiliser les écrans. Alors j'insiste, parce que je n'en ai pas encore parlé, parce que ça, c'est pas du tout évalué. Nous avons, nous les vieux, des difficultés avec le numérique. Et on est dépendant au numérique, pas parce qu'on y passe sa journée dessus comme nos enfants, les petits-enfants. Eux, ils sont dépendants pathologiquement au numérique, mais nous, on est dépendants parce qu'on ne peut pas les utiliser. Alors on est dépendants complètement, on ne peut plus faire ses impôts, on peut plus... C'est vraiment une dépendance tout à fait importante, et alors qui concerne, je crois, plus de 50%, enfin, peut-être que Jean-Claude en parlera après, plus de 50% des plus de 75 ans. C'est une vraie dépendance. La suivante, alors maintenant, quelques mots sur la sénescence. Toutes ces difficultés du vieux en bonne santé, elles existent. Elles sont le fait, le responsable, c'est la sénescence. Alors la sénescence, on n'est pas dans la pathologie, on est dans la physiologie. Toutes les cellules de notre corps sont programmées pour mourir. C'est comme ça. Ça n'épargne pas notre cerveau, malheureusement, pas plus que notre foie et notre intestin. Et c'est responsable de quoi? C'est responsable, la sénescence, on va le voir, des conséquences sur le cerveau, ça c'est tout à fait important, mais on les connaît tous, sur la vision, la presbytie. Est-ce que c'est une maladie, la presbytie? C'est tellement fréquent. La presbyacousie. Vous prenez la population des plus de 75 ans, le nombre d'appareils et des réclames vous avez vu les réclames qu'on reçoit, nous? Pas vous, vous êtes trop jeunes, mais nous, les vieux, on reçoit des réclames, mais franchement toutes les semaines, pour les oreilles et les yeux. Je ne parle pas de la sénescence des muscles, qu'on appelle la sarcopénie, mais il suffit de voir un homme de 82 ans par rapport à un homme quand il avait 40 ans, les muscles, je vous assure, c'est pas pareil. Et ne parlons pas des coxarthroses, des gonarthroses, de l'arthrose qui fait partie aussi de la sénescence. La suivante. Pour parler du vieillissement cérébral, puisque vous avez vu que Bruno Griot tout à l'heure nous a dit que c'était un des thèmes, un des ateliers de Hold Up Marseille sur lequel on travaille beaucoup. Alors toutes les capacités sont touchées, à peu près toutes. Alors il y a des différences interindividuelles extraordinaires, ça c'est vrai, ça c'est complètement vrai. Mais l'attention, les mémoires, on va dire 2 mots sur les mémoires. Les mémoires, il y a X mémoires, mais il y en a une qu'on appelle la mémoire de travail, vous savez, celle qui me permet par exemple de vous parler et de me rappeler maintenant que je vous ai parlé il y a 2 secondes de l'autonomie décisionnelle. Vous voyez, je me rappelle encore. Ça, c'est la mémoire de travail. Sinon, je ne peux pas vous parler si je n'ai pas cette mémoire de travail. Très altérée. Vous êtes en train de... On est en train de lire un livre. On en arrive à la 20e page, mais il y avait 6 personnages dans le livre.
impossible de se rappeler des noms des personnages. Il faut revenir. On a fini le livre, on ne se rappelle même pas le titre. Ça, c'est la mémoire de travail. La mémoire des souvenirs. Alors, c'est connu, hein. Les souvenirs anciens qui ont été mieux mémorisés que les souvenirs récents sont préservés, en partie préservés. Des difficultés du raisonnement, on a fait des ateliers là-dessus. Et sur l'acte d'apprendre. Alors là, l'acte d'apprendre, c'est vraiment très important, l'altération de notre difficulté d'apprendre des choses nouvelles quand on est vieux. C'est beaucoup plus simple quand on a 40 ans d'apprendre à utiliser un ordinateur, même si on ne l'a pas utilisé avant, hein, je dis bien apprendre à utiliser, que quand on a 82 ans. C'est absolument démontré. Alors, ouais, les vieux et la dépendance numérique, j'y reviens parce que c'est vraiment important. J'ai dit un vrai nouveau problème qui altère l'autonomie des vieux. Et dans Hold Up Marseille, on a un groupe qui travaille sur un projet qu'on appelle la pépinière d'aidants au numérique, faire en sorte que les aidants qui viennent aider les personnes âgées chez eux puissent aussi les aider à utiliser le numérique, qu'ils soient formés pour aider les personnes âgées au numérique. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a la formation numérique des vieux. Et Jean-Claude Orsini connaît parfaitement cette formation et il travaille au Syndicom Provence. Je crois qu'il va en parler dans quelques minutes. Là, je crois la dernière diapositive. Ah non, bon, c'est les altérations pathologiques de l'autonomie chez les vieux. Ben, c'est évidemment, vous le savez, en particulier la maladie d'Alzheimer. J'insiste pas là-dessus. On n'en a pas parlé. Hein. C'était pas l'objectif de notre conférence. Il faut bien comprendre ça. Hein. On n'a pas parlé de maladie d'Alzheimer, même si c'est qui hantent toutes les personnes âgées du fait de leurs troubles, troubles de la sénescence de leur fonction cérébrale. C'est une grande inquiétude, mais on n'en a pas parlé. La suivante et dernière, je pense. Le problème dont on parle aujourd'hui, il est vraiment fondamental. Regardez, à l'Institut Pasteur de Lille, un de leurs laboratoires très très importants s'appelle le Centre Prévention, Santé, Longévité. Oui, c'est un vrai problème qui intéresse plein de monde. Hein. Et il y a un livre que je me permets de conseiller. Alors, le titre ne me plaît pas, mais vous voyez, il traduit bien la hantise qu'ont tous les vieux qui perdent un peu la tête. Il a appelé ça le guide anti-Alzheimer. Mais, si on lit ce qui est en dessous, j'arrive pas à le lire d'ailleurs, c'est permettre aux vieux de garder leur fonction mentale le plus longtemps possible ou quelque chose comme ça. Merci Michel Poncet pour votre présentation sur l'autonomie, les différentes autonomies et la sénescence. C'était passionnant, vous êtes passionnant, on vous écouterait longtemps comme ça. Alors, vous avez parlé des différentes pertes d'autonomie et vous avez évoqué à un moment donné la question des différences interindividuelles. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette question? Est-ce qu'il y aurait, selon vous, des facteurs de vie ou des facteurs génétiques qui pourraient être favorables à une perte d'autonomie plus rapidement chez les uns ou chez les autres, d'après vous? Je n'ai pas envie de vous répondre parce que, vous voyez, non, je ne connais pas assez le rapport de la génétique et de la conservation, non, des effets de la sénescence. Ou les événements de vie. Est-ce que les événements de vie, oui, le relationnel, auraient un... Alors, il y a une chose dont je n'ai pas parlé. Bruno Griot, notre président, en a parlé un peu. J'ai parlé surtout, vous avez vu, des fonctions cognitives, les fonctions intellectuelles, cognitives, et peu du vieillissement, de la sénescence psychologique. Elle existe. Il n'y a qu'à regarder l'élan vital, la notion de désir, d'élan vital, et bien d'autres choses, vous voyez, ça existe. Donc je pense que là, il y a des différences. Là, il y a des différences peut-être génétiques. Par exemple, il y a des travaux sur les centenaires
qui montrent que les centenaires sont des personnes à grand élan vital, qui ont toujours eu un désir de vie, un élan vital, mais dans la très grande majorité des cas. Alors ce désir de vie, on appelle ça, je vais l'utiliser le terme parce que ça fait, ça fait l'objet de 3 ateliers de hold-up, ça s'appelle la conation. Alors comme ça je vous le dis, les grandes fonctions du cerveau, il y a la cognition, ce dont j'ai parlé, la mémoire, le langage, etc., etc. Il y a le psychologique, l'affectif. Donc il y a le cognitif, l'affectif et le conatif. Le conatif, c'est ce qui fait vivre. D'accord? Et ça, cette fonction conative joue certainement un rôle dans la préservation ou non-préservation du bon fonctionnement de notre cerveau. Et voilà. Alors les différences interindividuelles, elles sont flagrantes. Hein. Vous savez, je me rappelle un immense... Il y a Dumézil, le grand ethnologue Dumézil, qui était interviewé par Pivot. Et il venait de faire une conférence, mais fabuleuse, sur les ethnies, je ne sais plus lesquelles. C'était grandiose. Et à la fin, puis vous lui dites, mais maître, il avait 92 ans ou 80, je ne sais pas quoi. Maître, vous êtes extraordinaire. Ça a été bluffant. Et c'est vrai, on était là, c'est pas possible. Un type à 95 ans qui est comme ça, c'est un génie absolu. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la journée pour... Oh, lui dit, monsieur Pivot, oh, je passe le tiers de mon temps à chercher où sont mes lunettes et à me demander, quand j'arrive dans la cuisine, ce que je viens d'y faire. Et donc sur la question de la mémoire, parce que c'est ce que vous évoquez, les personnes qui poursuivent une activité professionnelle ou qui lisent, qui écrivent, est-ce qu'elles ont des chances de perdre un peu moins la mémoire que les autres ou pas? Alors, là, vous me posez la question, en fait, est-ce que ça vaut le coup de continuer à entraîner son cerveau, sa cognition, etc. On est d'accord? Oui, un peu ça. Alors, là, il va nous répondre, notre ami Jean-Claude Orsini. Oui, c'est vrai. Non, je pense, en effet... tu peux parler des nonnes américaines. Quoi? Tu peux parler des nonnes. Oui, mais c'est ça. Mais tu vas en parler. Tu te diras quelques mots sur les nonnes. La Nonne Study, c'est une magnifique étude. C'est pas fini. Non. C'est ça qui est extraordinaire, l'équipe continue. Ouais. Nous allons maintenant aborder la 3e conférence, entraînement cognitif et accès au numérique, avec Jean-Claude Orsini. Jean-Claude Orsini est enseignant-chercheur aux universités de Dakar, Nice et Marseille, ex-Marseille 1 et ex-Marseille 2. Il était professeur de neurophysiologie à l'université jusqu'en janvier 2002. Et il a enseigné la neurobiologie et les neurosciences des comportements dans différentes filières de l'université. Il a également été chercheur au laboratoire de neurobiologie du CNRS dans le domaine de la neurobiologie et des comportements motivés. Il a dirigé plusieurs thèses et a écrit plusieurs ouvrages, dont un ouvrage sur la neurobiologie du comportement alimentaire en 2003 et un ouvrage à l'introduction biologique à la psychologie en 2005. Il a eu différentes activités bénévoles à l'association ICOM Provence depuis 2002 et il l'a présidée jusqu'en 2014. Il va donc nous présenter notamment des éléments concernant l'association ICOM et les ateliers auxquels il participe. Donc aujourd'hui, il anime différents ateliers pour les seniors d'initiation et de perfectionnement pour l'utilisation du numérique, Mac, Macintosh, traitement de l'image, et puis des entraînements cognitifs sur ordinateur. D'ailleurs, il va nous entraîner cet après-midi avec quelques exercices pratiques. Donc, Monsieur Orsini, nous vous écoutons avec grand plaisir. Bien, donc je vais parler de deux thèmes qui sont un peu reliés à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a d'une part ce qu'on pourrait appeler la fracture numérique chez les personnes âgées, et d'autre part tout ce qui concerne le vieillissement cognitif et éventuellement ce qu'on peut faire, point de vue entraînement, pour essayer de ralentir ce vieillissement.
Alors, concernant le premier problème, Hold Up Marseille s'est intéressé en particulier, on l'a dit tout à l'heure, à la possibilité de créer ce qu'on appelait une pépinière des aidants. Michel en a parlé. Et donc ça, c'est un projet qui est un petit peu en stand-by à cause de la crise sanitaire, mais auquel on continue à penser. Et d'autre part, il y a un autre projet qui va concerner également Hold Up, c'est le projet qui consisterait à établir une sorte de grille d'évaluation de tous les phénomènes de dépendance numérique. Parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y a pas vraiment de grille existante. Parmi les grilles dont nous a parlé Michel, il y a simplement une petite ligne, se servir d'un ordinateur. Mais évidemment, c'est largement insuffisant. Si on s'occupe des usages, on s'aperçoit qu'il y a des usages contraints et de plus en plus contraints. C'est-à-dire que certaines personnes sont tout à fait au premier niveau, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas équipées, elles n'ont pas de connexion Internet, et elles ne veulent pas être équipées, elles ne veulent pas avoir une connexion Internet. Ça les effraie, et donc on ne peut pas les obliger, mais par contre, les administrations les obligent de plus en plus à effectuer leur démarche en ligne. Les banques vont les obliger rapidement également à recevoir leur relevé bancaire par Internet, sur un espace personnel. Donc ça va devenir très rapidement, et c'est devenu en grande partie déjà une obligation. Donc c'est vraiment quelque chose de contraint, et il faut qu'il y ait des solutions à ça. C'est-à-dire que là, il faudrait qu'effectivement ces solutions soient remboursées à 100%, avoir vraiment un tiers de confiance qui puisse venir faire les manipulations, venir, ou alors la personne âgée peut se déplacer éventuellement, mais ce n'est pas toujours possible, et faire les démarches avec évidemment toutes les règles de confidentialité qui vont avec. Et il y a des structures, le secrétariat d'État au numérique a vraiment bien avancé sur le plan des garanties qu'on peut offrir à ces personnes pour que effectivement la confidentialité de ce qu'elles vont déclarer soit respectée. Et donc cette évaluation, donc ça part de ce niveau-là et ça va en passant par des gens qui sont équipés mais qui ont un usage minimum et qui voudraient utiliser davantage l'ordinateur pour autre chose, mais qui n'en ont pas l'expérience. Et donc ils ont besoin de suivre des ateliers, ils ont besoin d'être accompagnés. Donc là aussi c'est un autre type de dépendance. Et puis il y a des gens qui sont tout à fait à l'aise avec l'ordinateur, mais effectivement, les choses évoluant, ces personnes voudraient bien s'occuper, également se brancher sur d'autres utilisations plus récentes et ont besoin là aussi d'être accompagnés. Et donc tout ça pourquoi ? Finalement pour établir, si cette grille, on arrivait vraiment à la mettre en place et si elle était reconnue par un certain nombre d'organismes, publics, privés, associatifs, on pourrait à ce moment-là faire une espèce de tableau de l'état des lieux sur la région marseillaise en particulier, sur tout ce qui est offert comme possibilité de financement, de lieux d'accueil, de dispositifs d'accompagnement divers et variés. Et donc c'est un peu ça qu'on essaie de mettre en place. Donc on est allé faire un petit peu notre enquête auprès des espaces seniors, auprès des maisons du bel âge, auprès des maisons de quartier. On essaie d'avoir une vue un peu d'ensemble, et puis auprès des associations. Les Petits Frères des Pauvres, le Secours Populaire, il y a des quantités d'associations qui font ça, et on aimerait bien que tout ceci soit organisé de manière un petit peu que les gens sachent à qui s'adresser pour quelle fonction particulière, pour quel usage particulier. Voilà, donc c'est un autre projet qu'on avance. On a une petite task force en quelque sorte. On est un groupe de 6, un tout petit groupe de 6. On essaie d'avancer sur ce plan-là. Voilà, donc ça c'était pour ce qui concerne Icône-Provence. Il y a une deuxième association, si elle veut bien Hop. Je vais bien remonter à la première diapo. J'étais reparti à la dernière. Voilà, cette association s'appelle Icône-Provence. Michel en a un petit peu parlé. C'est une association qui s'est créée au début des années 2000, en 2002. Et effectivement, je pourrais dire que j'ai grandi en même temps que l'association dans ma deuxième vie, puisque c'est le moment où j'ai pris ma retraite. Donc, effectivement, j'ai débarqué là-dedans, puisque j'étais en quête d'une activité bénévole. Et je leur ai dit, voilà, j'ai un petit peu bricolé sur les ordinateurs. Peut-être que je pourrais rendre des services. Et ils m'ont dit, mais oui, tout à fait. Et c'est comme ça que alors j'ai pu suivre l'évolution de cette association. Vous voyez,
l'objet de cette association est très bien défini sous le logo, hein, l'informatique accessible à tous. Et donc, cette association propose, notamment aux retraités, mais pas que. Au départ, c'est une association qui était plutôt orientée vers les situations de handicap. Et donc, effectivement, on a toujours des bilans par une ergothérapeute avec un accompagnement, des ateliers spécifiques, etc. Mais on a également, dès le départ, on s'est intéressé, on a été aidé et accompagné par des caisses de retraite. Et donc, ils nous ont demandé de nous occuper également du public retraité. Et donc, on a eu dès le départ des ateliers pour personnes retraitées, et ateliers d'initiation et ateliers de perfectionnement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a déjà deux niveaux différents, vous voyez, dans la dépendance au numérique. Les gens qui ont vraiment besoin d'une première initiation, puis ceux qui seulement voudraient diversifier leurs usages. Et tout ça, évidemment, dans des conditions qu'on a respectées au cours des âges, c'est-à-dire qu'on a toujours maintenu des petits groupes qui permettent un suivi individuel, 6 personnes maximum. Alors, vous voyez les différentes activités. Hein, je vais vous parler de l'ergothérapeute. Hein, l'ergothérapeute va faire des bilans chez des personnes handicapées. Vous voyez qu'il y a tous les types de handicap, moteur, sensoriel, mental. Et c'est des gens qui ont des difficultés à s'adapter à l'ordinateur pour des raisons de handicap particuliers. Vous voyez, c'est l'exemple de Parkinsonien, par exemple, qui ne peuvent pas utiliser un clavier. Et donc, c'est tout simple. La solution est évidente. Il suffit d'avoir un guide-doigt. C'est une planche à trous qu'on met sur le clavier, et donc on met le doigt dans le trou, il ne bouge pas, et donc on peut comme ça, des gens qui n'utilisaient plus l'ordinateur depuis des années peuvent se remettre à l'ordinateur. Alors évidemment, ça coûte une fortune, puisque c'est évidemment un public restreint, donc les fabricants en profitent, mais je pense qu'une petite entreprise qui se mettrait à faire ça, qui adapterait les planches aux différentes formes de clavier, ferait certainement rapidement fortune et pourrait vendre ça à un tarif tout à fait respectable. Puis il y a d'autres types, hein, pour les malvoyants par exemple, tout ce qui est synthèse vocale, lecture vocale, etc. Donc vous voyez que les enfants 10, alors évidemment les enfants 10 c'est un public qui est très nombreux, hein, c'est un handicap dont on ne se souciait pas du tout. Habib, que connaît certainement Michel, c'est bien travaillé à Marseille sur ce problème des différents 10, hein, 10 calculi, 10 orthographie, 10 arteries, etc. Tous les enfants qui ont des difficultés et qu'on disait il est paresseux, il n'arrive pas à avancer. On s'aperçoit qu'avec un ordinateur, ils peuvent rattraper, être dans une classe ordinaire et rattraper leurs petits copains. Voilà, donc vous voyez, c'est la partie handicap. Et alors pour ce qui concerne le public senior, il faut aller sur le petit cercle qui est en haut à droite. Là, si vous arrivez sur ce cercle, il va changer. Vous avez atelier enfants et adultes. Vous cliquez sur atelier enfants et adultes. Et là, vous avez plus spécialement les ateliers en haut à droite, adultes en groupe. Et là, vous avez une liste, alors qui est un petit peu assez complète, un peu redondante par moment. Je la simplifie en vous montrant le petit flyer qu'on diffuse, qui est beaucoup plus explicite. Hein. Vous voyez, ça peut être l'initiation à l'utilisation d'un Mac ou d'un PC, ça peut être l'initiation à la navigation sur Internet, la mise en place d'une messagerie, etc. Ça peut être l'e-administration, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être le traitement photo sur ordinateur avec GIMP, qui est un logiciel qui est l'équivalent de Photoshop, sauf que c'est un logiciel libre, hein, open source, que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre ordinateur, et donc ça demande un petit accompagnement. Donc là, il y a une formation aussi là-dessus, etc. Donc vous voyez les différents ateliers. Alors si vous voulez en connaître un petit peu plus, vous pouvez vous adresser, j'ai mis les coordonnées de l'association, hein, contact@icomprovence.net, et vous pouvez également téléphoner, mais évidemment pendant la crise sanitaire, les salariés de l'association sont en télétravail une partie de la semaine, donc ne vous étonnez pas si votre répondeur est un répondeur téléphonique non humain. Alors il y a un autre aspect, et là je bascule sur la deuxième thématique. Alors oui, avant de basculer, je voudrais dire que sur le plan de la dépendance aux outils numériques, nos collègues de Paris ont édité une petite, c'est pas une plaquette, c'est un petit livret en 5 fiches, très bien fait,
Et ce petit livret, il est gratuit, vous pouvez le recevoir. Il suffit de vous adresser à Hold Up Marseille. Paris nous envoie régulièrement, chaque fois qu'on en a besoin, des stocks de 20 livrets. Et c'est notre secrétaire qui les commande. Si vous voulez en recevoir un, vous envoyez votre message à l'adresse de Marseille et on vous répondra pour vous dire, voilà, les gens intéressés, on prévoit pour vous un certain nombre de livrets et on se donnera rendez-vous quelque part pour vous les communiquer. Maintenant que les terrasses sont disponibles, on pourra se donner un rendez-vous sur le Vieux-Port ou sous l'ombrière éventuellement. Voilà. Alors, nouveau bloqué, ça va pas être compliqué. Voilà. J'en reviens au deuxième aspect, deuxième volant. Ce qui concerne les ateliers mémoire, donc c'est des ateliers qu'on a insérés dans la liste de nos différents ateliers plus récemment, c'est au début des années 10, 2008-2010 disons. Enfin, l'idée était la suivante, j'avais proposé d'abord au conseil d'administration, c'est nos seniors dans les différents ateliers se plaignent très souvent de leur mémoire. Or, c'est un phénomène qui est très, très courant. La plainte amnésique, c'est un phénomène tout à fait banal. Et il existe pour ça des ateliers mémoire qu'on trouve un petit peu partout dans les EHPAD, dans les clubs seniors, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose d'un petit peu mieux construit en utilisant les outils numériques? Nous avons des ordinateurs, nous avons une salle équipée d'ordinateurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette salle pour faire des exercices sur ordinateur à ces différentes personnes qui se plaignent de leur mémoire. Alors voilà le flyer qu'on avait sorti à cette époque-là. Hein. Vous voyez que ça traduit très bien la problématique. Hein. Les gens se plaignent de leur mémoire. En fait, c'est le cas de 60%. Enfin, c'était le cas en 2010. Je pense que ça n'a pas beaucoup bougé depuis. 60% des retraités se plaignent de leur mémoire. Ça n'est pas, donc je reviens sur ce que disait Michel, ça n'est pas une maladie, c'est quelque chose de normal, c'est une sénescence normale. C'est dû au fait que notre cerveau fonctionne différemment. On a un cerveau qui est toujours très actif, mais il ne fonctionne pas de la même manière qu'à 20 ans. Et donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à fonctionner autrement. Il faut, et je l'ai noté là, il faut apprendre à faire avec. Et le faire avec, c'est là-dessus qu'on va travailler. Comment est-ce qu'on peut faire avec un cerveau qui a changé ? Eh bien, on peut faire avec parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle la plasticité neuronale, qui est un phénomène qu'on connaît depuis moins de 20 ans. Hein. C'est relativement récent. Le système nerveux qu'on m'a enseigné, c'est un système nerveux très rigide qui se dégradait à partir de la fin de l'adolescence. Et donc, c'était une vue très pessimiste sur l'avenir de nos vieux jours, effectivement. Et effectivement, c'est aperçu que certains circuits commencent à fonctionner moins bien, d'où les problèmes de mémoire qu'on peut éprouver, d'où un certain nombre de petits ennuis au point de vue cognitif qu'on peut ressentir, mais on a toujours la possibilité de créer de nouveaux circuits. C'est ça qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et donc ces nouveaux circuits, on peut effectivement les entraîner à apprendre de nouvelles choses, à faire de nouvelles choses, à avoir de nouvelles activités, etc. Et vous voyez que la phrase, le slogan fétiche que je donne à tous mes stagiaires quand ils commencent leur premier atelier mémoire, c'est « les neurones ne s'usent que si l'on ne s'en sert pas ». C'est le contraire de la pile Wonder. Et ça, je trouve que ça résume parfaitement la situation. Ça veut dire qu'il faut activer ces processus de plasticité neuronale. Il faut les activer par tous les moyens possibles. Hein, que ce soit jouer aux échecs, pourquoi pas, ça peut être faire du sudoku, ça peut être lire, ça peut être aller au théâtre, ça peut être visiter des musées, ça peut être des activités très variables. Je dis un mot des nonnes, des religieuses américaines. Bon, c'est une étude qui a été commencée, je crois, dans les années 90. Je dirais au début des années 90. L'idée, c'était de s'adresser à une population de religieuses, non pas pour des raisons spirituelles, mais parce que c'est une population qui ne varie pas énormément de conditions de vie. Elles ne vont pas se marier, divorcer, changer de job, etc. Et donc, on a une population parfaitement stable. Toutes conditions égales par ailleurs,
ces personnes, on va les étudier, voir quel est leur mode de vie. Elles ont, effectivement, dans cette congrégation, elles avaient quand même une certaine liberté, donc certaines allaient visiter des musées, voir des spectacles, participer à des associations, aller à des conférences, etc., étaient très actives. Et d'autres, au contraire, restaient dans leur coin, faisaient un petit peu de jardinage, ce qui était très bien. Elles faisaient du tricot, elles n'avaient pas une activité très, très variée, disons. Et lorsqu'on étudiait la prévalence de l'Alzheimer chez ces deux populations, on s'apercevait qu'effectivement, les personnes qui avaient une activité cérébrale relativement intense avaient une déclaration d'Alzheimer beaucoup plus tardive, et même jamais. Et donc, effectivement, on a pu, parce que cette étude encore, comme je le disais, s'est prolongée très longtemps, et elle continue maintenant. L'initiateur est mort, mais l'équipe continue à faire ces études. C'est vraiment une étude longitudinale, comme on en fait très peu maintenant, parce que ça coûte cher une étude longitudinale, et ça n'intéresse pas du tout les labos pharmaceutiques, par exemple, d'avoir une étude qui porte sur 30 ans. Évidemment, eux, ils veulent un rendement rapide. Et donc, là, on a pu effectivement étudier le cerveau de ces personnes, parce qu'évidemment, le fait d'avoir une activité cérébrale intense n'est pas un gage d'immortalité, même chez les religieuses. Hein. Et donc, effectivement, on a pu constater, alors quelque chose de très curieux, c'est qu'un certain nombre de ces religieuses qui avaient une activité cérébrale parfaitement normale, et même qui était hyperactive, avaient des signes neurologiques d'Alzheimer tout à fait clairs et évidents. Et donc, ça voulait dire qu'il y avait un problème. C'était tout à fait surprenant. Ça voulait dire que ces personnes qui auraient dû être malades, elles n'avaient aucun signe de maladie. Et donc, on peut éventuellement déborder les phénomènes de sénescence cérébrale par une activité qui va mettre en jeu d'autres circuits, d'autres zones cérébrales. Et donc, c'est quelque chose qui est absolument fascinant. Juste, il y avait quand même une chose extraordinaire, c'est que ces nonnes avaient signé au départ l'autorisation qu'on leur prélève le cerveau. Toutes sont nécropsiées. Et ce que vient de dire Jean-Claude, c'est une célèbre, celle qui avait des responsabilités jusqu'au bout, et une fille formidable, des nonnes extraordinaires. Et elle meurt, donc on lui enlève le cerveau, comme à toutes celles qui ont signé. Et on s'aperçoit que là, c'est un cerveau plus qu'Alzheimer. Vous voyez, elle a une vraie maladie d'Alzheimer dans le cerveau, elle n'a pas de maladie d'Alzheimer dans la vie. Hein, c'est ça. Ah oui, c'est des études qui forcent à réfléchir beaucoup sur notre utilisation du mot maladie d'Alzheimer, etc. Non, c'est vraiment une étude fondamentale. Merci beaucoup. Hein. Et ça nous encourage en fait à lire, à être actifs le plus possible, le plus longtemps possible. Avoir le maximum d'activité mentale, et les activités mentales variées. C'est sûr que si on fait que du sudoku toute la journée, ça ne va pas être très enrichissant. Mais par contre, varier ces activités mentales, ça va être un facteur de maintien dans un bon état de nos circuits cérébraux et donc de nos capacités cognitives. Et donc on en arrive à 2021. Donc les ateliers mémoire qu'on avait créés en avançant sur la pointe des pieds en 2008-2010 ont progressé. Julien Coquelet, qui était un psychologue qui avait un master de psychologie, un master pro de psychologie cognitive, a lancé les premiers ateliers. Ensuite, j'ai pris la suite quand il est parti dans une autre association. Et donc, on en est à 4 sessions successives. Chaque session dure 3 mois à peu près. Et chaque session comporte une séance de 1h30 par semaine. Alors évidemment, tout ça a lieu dans notre local, c'est-à-dire que depuis la crise sanitaire, tout ça est fermé. Et donc, il y a un peu plus d'1 an, au bout du premier mois de confinement, je me suis dit, on ne peut pas rester comme ça. Et donc, j'ai essayé d'adapter ces ateliers mémoire au distanciel. Et donc, je me suis servi de Zoom et j'ai proposé d'abord à des personnes qui avaient déjà suivi les ateliers mémoire dans notre local de faire une tentative pour voir si ça marchait. Et effectivement, ça a très bien marché.
Alors ça se passe de manière très simple, c'est-à-dire que c'est sur mon écran que tout se passe. Je partage mon écran, c'est-à-dire tous les participants voient mon écran. Puis je leur dis, voilà, la question qu'on vous pose, vous répondriez oui, non. Et je dis, c'est un tel, c'est... donc Francette, qu'est-ce que je réponds? Oui, non. Voilà, on passe à la question suivante. Denise, qu'est-ce que je réponds à la question suivante, etc. Et donc, je me demandais comment ça se passerait. Et en fait, ça se passe très bien. Et donc, depuis, on a proposé ça à des gens qui n'avaient pas suivi encore d'atelier mémoire. Et on doit en avoir, je crois qu'on en a eu une vingtaine de groupes comme ça depuis un an. Donc, ça se passe très bien. Et vous voyez qu'on est labellisé par l'Agence régionale de santé qui nous finance, et de même que le CD13, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, de sorte que ces ateliers actuellement sont gratuits. Et donc, si vous voulez vous inscrire, je vous mets mon adresse mail personnelle, ce qui est plus rapide, parce qu'évidemment, avec les conditions de fonctionnement du secrétariat, c'est quand même plus sûr de s'adresser directement à l'animateur. Donc, notez bien si vous êtes intéressé, si quelqu'un autour de vous est intéressé, mon adresse mail. Et vous pourrez éventuellement vous inscrire. Alors, soit il y a une session qui se termine actuellement, on pourrait éventuellement envisager une session jusqu'au 14 juillet si vous êtes disponible, ou alors reprendre en septembre, puisqu'il y a beaucoup plus de gens disponibles à ce moment-là. Voilà, alors c'est ce que Donc maintenant, vous avez prévu des petits exercices, en fait, voilà, à nous faire quelques faire. exercices. Alors c'est vraiment un petit échantillon, parce qu'on peut pas, on y passerait des heures, évidemment, si je voulais les réaliser en entier. Alors le principe de base de ces exercices, c'est qu'on ne va pas travailler uniquement sur la mémorisation. Ça arrivera, mais disons que pour améliorer la mémorisation, il faut améliorer un certain nombre de fonctions particulières de notre mental qu'on appelle les fonctions cognitives. Qu'est-ce qu'on entend par fonction cognitive? C'est des fonctions comme l'attention, hein, se concentrer sur ce qu'on voit. Si vous voyez dans la presse les témoignages en milieu judiciaire, vous voyez que selon les témoins, les gens vont avoir vu des choses complètement différentes. Et donc ça veut dire que bien percevoir la réalité, c'est la deuxième qualité cognitive, la deuxième fonction, la perception. Bien observer une scène, bien observer une image, bien écouter ce qu'on vous dit, ça va aider à mémoriser. Donc il y a le langage aussi, mettre des mots, hein, bien nommer les mots, c'est le commencement du bon fonctionnement du cerveau. Et il y a également le repérage spatial, arriver à se repérer dans l'espace. Hein, quand je ne sais pas où étaient mes clés, c'est le genre de problème qu'on peut retrouver dans des expériences où on va se situer par rapport à une grille, arriver à positionner, soit par rapport à soi-même, soit par rapport à un référentiel extérieur, hein, référentiel égocentré ou allocentré, selon le cas. Hein. Si je suis dans la République, on me demande où est la mairie, je pense que vous n'entendez pas trop là. Où est la mairie? Je vais dire c'est à droite là, donc c'est égocentré, je me sens sur moi-même. Par contre, si je vous dis la mairie, elle est sur le quai qui est en face de la criée, donc je me situe par rapport à un référent qui est à l'extérieur. Voilà, ça c'est une autre fonction cognitive. Et puis il y a toutes les fonctions supérieures qui nous permettent de planifier notre action, de nous situer dans le temps, de nous situer dans l'avenir, de raisonner, etc. C'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Alors, donc, on démarre avec des exercices qui portent sur la forme des mots ou le sens des mots. Par exemple, sur le sens des mots, on a un exercice sur les proverbes. On vous présente le début d'un proverbe et on va vous proposer, il faut le retenir évidemment, on va vous proposer des fins possibles. Il faut cliquer sur la bonne réponse. Voilà, vous avez dû trouver, à qui sait comprendre, peu de mots suffisent. Deuxième exemple. Est-ce qu'on pourrait lire l'exercice à faire? Donc, à parole lourde, et donc du coup, oui, quelles sont les... lourde, vous le retenez, et ensuite ça disparaît, et vous avez la deuxième partie. Donc, on a pour écouter parler le cœur, oreille sourde, on abat le chêne, c'est déjà se consoler, ou peu de mots suffisent. Voilà, et donc vous diriez, Nathalie? Oreille sourde. Voilà, parfait. À parole lourde, oreille sourde. Merci, ça va. À force de coups? Alors, à force de coups, on ne fait que changer de folie, on abat le chêne, oreille sourde, les grands remèdes, les lois se taisent. Et vous diriez? Force de coups, on abat le chêne. Très bien. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était un premier exercice, donc je ne passe pas toute la série, évidemment. Vous faites faire les tests. Deuxième exercice qui porte
Deuxième exercice qui porte beaucoup plus sur la structure des mots, ce que les psychologues expérimentaux appellent la carrosserie des mots. C'est ce qui donne leur forme aux mots. Donc là, c'est prénom en pagaille, en fait. C'est des mots en pagaille. En fait, ce qui est en pagaille, ce sont les lettres. Et à partir d'une série de lettres, il faut arriver à composer, là, en l'occurrence, des prénoms. Donc là, je pense alors, c'est Géna, le prénom, c'est Jean. C'est Jean, voilà. Deuxième exemple, un peu plus difficile. Ça commence par un L. Lucien, ouais. Très bien. Ducal. Claude. Voilà. Donc, vous avez toute une série, là aussi, d'anagrammes à retrouver. Alors, ça peut être une fois sur les prénoms, une autre fois, ce sera sur le nom de département, etc. Vous voyez. Ça peut varier à l'infini. Alors, peu de texte, on revient sur le sens des mots et surtout le sens des mots dans la phrase. On vous présente une phrase, mais les mots sont dans le désordre. Et il faut les remettre dans l'ordre. Donc, il faut cliquer dans l'ordre sur l'apparition. Donc, vous voyez, le premier mot, c'est le sujet, Janine. Après le verbe, arrive à la gare Saint-Lazare à 8 heures. Voilà, donc il faut très rapidement arriver à retrouver parmi les mots. Alors évidemment, là c'était très simple, c'est des phrases courtes, mais vous voyez, quand vous avez une phrase plus complexe comme ça, là, on va pas le faire là, parce que ça nous prendrait 10 minutes. Là, vous avez deux propositions, donc déjà, vous voyez, vous pouvez combiner les mots différemment. Et quelquefois, vous respecterez parfaitement l'aspect grammatical, mais par contre, ça ne conviendra pas parce qu'il y a plusieurs formes possibles. Donc, vous voyez, il est tout à fait envisageable de retrouver une autre forme jusqu'à retrouver la forme d'origine qui avait été prévue par l'auteur. Voilà un deuxième type d'exercice. Troisième type, alors là, on travaille beaucoup plus sur les associations, qui est une stratégie de mémorisation qui peut être très souvent utilisée. C'est associer des mots à d'autres mots ou des mots à des images. Vous avez des mots abstraits dans la colonne de gauche et il va falloir les transformer en images concrètes qui vous rappellent ces concepts abstraits. Alors, tristesse, vous allez dire sanglot, par exemple. Folie, vous allez mettre camisole de force, par exemple. Paresse, vous allez mettre chaise longue, etc., etc. Automne, feuilles mortes. Lorsque vous avez rempli les 12 lignes, on va enlever la colonne, on va effacer la colonne de gauche, et il va falloir la reconstituer à partir des images concrètes que vous avez. Donc vous avez sanglot, il faudra écrire tristesse, camisole, il faudra écrire folie, etc. Donc vous voyez un petit peu l'objet, c'est de systématiquement faire des associations entre deux types de mots, un mot concret qui est une image et un mot abstrait. Alors, un autre type d'exercice qui est un petit peu différent, où il va falloir manipuler des éléments. Ces éléments, ça peut être des lettres, ça peut être des chiffres. Là, c'est des chiffres, en l'occurrence. On vous présente successivement une série de chiffres et il faut les restituer dans l'ordre inverse. Donc, il faut les retenir, mais en plus, il y a une petite opération qui consiste à les restituer dans l'ordre inverse. Par exemple, si on vous dit 3, 9, 5, il va falloir restituer dans la séquence inverse, c'est-à-dire 5, 9, 3. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, il y a 9, 7, 2. Donc, il va falloir taper 2, 7, 9. Alors, on a toute une série comme ça. Ensuite, dans une deuxième série, on vous présente là aussi des chiffres dans une certaine séquence, mais il va falloir les taper, non pas dans l'ordre normal ou l'ordre inverse, mais dans l'ordre numérique croissant. Par exemple, 3, 9, 5, 7, ça va devenir, une fois que quand vous les taperez, d'abord 3, ensuite 5, ensuite 7, ensuite 9. Exemple, 4, 1, 9, 7, ça va donner 1, 4, 7, 9. Voilà, donc là c'est effectivement une petite opération mentale et souvent la mémoire va jouer justement sur cette représentation mentale des lettres, des chiffres, des images, des repères spatiaux. Alors justement le repérage spatial, on va l'avoir avec l'exercice suivant où vous avez une grille qui est d'abord une grille à 4 cases, puis ensuite 6 cases, puis 9 cases.
Dans chaque case, vous avez un nombre. Il faut retenir l'emplacement des nombres. 3, 4, 2, 1. Au bout d'un moment, les cases se vident et on vous demande de cliquer sur la case où se trouvait le chiffre 2. Même chose, mais on a 6 cases, une grille de 6 cases au lieu de 4. Et là on va vous demander de situer le chiffre 1 qui va être dans telle case. Et puis ensuite, on va avoir une autre série de 9 cases. Voilà, où il va falloir trouver, par exemple, le chiffre 8. Donc, vous voyez un peu l'objet, c'est vraiment de situer dans un espace un nombre particulier. Alors, c'est un nombre, ça pourrait être une lettre, ça pourrait être une image. Il y a plusieurs manières de conjuguer ce type d'exercice. Alors, là, on a aussi un exercice avec une grille, mais ça va être des lettres qui sont représentées sur cette grille, sur chaque case de la grille. Il faut arriver à composer un mot de 9 lettres, sachant que 2 lettres successives, vous voyez, si je pars du F, par exemple, parce que je trouve que pour ce premier mot, ça commence par le F, mais on ne le sait pas, sauf si je le dis. Et donc, on peut aller vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas. Mais on ne peut pas partir en diagonale. Je vais quand même vous donner un indice. C'est un métier, vous avez peut-être deviné, ça commence par un F, je vous l'ai dit. Fleuriste, là. C'est fleuriste, voilà. Eh oui. Ouais, on remonte vers le L, E, U, R, I, S, T et E. Voilà, vous l'avez ici. Fleuriste. Voilà, deuxième mot. Alors là, vous avez peut-être besoin de l'indice. Se trouve à la ferme. Ça commence par un A. Abreuvoir, parfait. Abreuvoir. Voilà, on va directement le mettre en couleur. Voilà, bravo. Abreuvoir. Vous voyez, chaque fois, c'est une lettre adjacente. Enfin, c'est quand même pas simple, hein, comme exercice. Ah, mais il faut un peu d'habitude. Hein. Il faut arriver à jouer avec cette disposition, arriver à remettre. Alors ça aussi, c'est une question d'imagerie mentale. Il faut remettre les lettres en horizontal. Vous voyez, il faut les attraper et puis les mettre comme si on avait un jeu de cubes. C'est une gymnastique, en fait. Voilà, c'est une gymnastique mentale, tout à fait. Alors, mémoire des images, c'est un peu plus simple. On va voir ça avec des blasons. Alors surtout, ce n'est pas uniquement des images, mais c'est l'association d'une image avec un nom. Vous avez 12 noms de villes et les blasons de ces villes. Alors, on va les laisser un certain temps pour que vous les mémorisiez, et surtout pour mémoriser la relation entre la ville et le blason. Alors, il y en a que vous connaissez déjà. Marseille, je pense que ça vous est pas étranger. Paris, peut-être. Mais attention, Paris, vous voyez qu'on peut le confondre avec La Rochelle. Il y a 2 bateaux. Donc là, il faut... Petite opération, il faut trouver la différence. La Rochelle, c'est un 3-mâts qui va sur l'Atlantique. Paris, c'est une petite coquille de noix ridicule. On peut voir tout de suite la différence. Et puis ensuite, vous avez des petites astuces. Pont-à-Mousson, il y a un pont. Lunéville, il y a 3 petites lunes. Vous voyez, en bas à droite, Lunéville. Sisteron, il y a un S. Chambéry, c'est la croix de Savoie qui ressemble au drapeau suisse. Vous voyez, la Savoie, la Suisse, Chambéry. On peut avoir comme ça des associations qui se font. Puis il y a des pièges. Vous voyez que le lion, il est à Lyon, évidemment, mais il est aussi à Poitiers. Donc il faut trouver une autre astuce, il faut se créer. Et ça, on me dit quel est le truc. Mais il n'y a pas de truc, chacun doit trouver son truc, chacun doit trouver sa propre stratégie. Vous voyez, moi je dirais Poitiers, il y a le bouclier de Charles Martel, par exemple, vous voyez, avec un bouclier clouté là, qui permet de le distinguer, alors que Lyon, il n'y a pas de clou autour du blason. Voilà, mais ça c'est moi, on peut trouver d'autres liaisons. Voilà, et ensuite on va vous demander, bon, sur quelle ville est-ce qu'il faut que je clique? Bon, ça c'est Chambéry. Un dernier exercice. Oui, rapidement alors. Un peu plus complexe, oui, ça va être très rapide. Il faut simplement arriver à repérer, vous voyez, qu'on va supprimer, hop là. C'est à partir d'une image, en fait. On a une photo. Et il faut savoir lequel des fragments qui sont en bas pourrait prendre la place de la partie manquante. Et vous voyez qu'il y a, sur les 1, 2, 3, 4, 5 fragments, il y en a 4 qu'on a inversés. Donc s'il est à droite et à gauche, il n'y en a qu'un seul qui est correct. Vous voyez que par exemple celui-là, on n'a même pas besoin de le pivoter. On voit qu'il
la partie où la peinture est usée est à gauche, alors que sur l'image d'origine, hop. Voilà. Et la partie abîmée, c'est du côté des embruns, donc du Mistral. Donc c'est ce genre de détails qu'il faut repérer. Et c'est pareil, donc après on va avoir une autre image avec, par exemple, Millemayr, il va en manquer la falaise de gauche. Et donc, parmi ce qu'on vous propose, quel est le fragment qui correspond? Et ainsi de suite. De toute façon, les personnes qui sont intéressées pourront reprendre contact avec vous pour pouvoir faire les exercices. L'important, c'est effectivement si vraiment ils sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à me laisser leurs coordonnées, soit pour tout de suite, soit pour plus tard, pour que je les sollicite quand il y aura des groupes qui se formeront. Est-ce que les personnes qui suivent vous mesurez en fait l'activité et les changements chez les personnes qui suivent des ateliers comme vous venez de nous présenter? Il y a un impact réel chez les personnes âgées? Une enquête d'évaluation pour chaque participant à la fin de chaque session. Et donc vous mesurez vraiment une évolution? Donc on essaie de mesurer, d'une part, est-ce que ça leur a apporté quelque chose par rapport à d'autres expériences qu'ils auraient fait d'ateliers mémoire classique, c'est-à-dire papier-crayon. Oui. Deuxièmement, est-ce qu'ils ont effectivement senti un progrès et est-ce qu'ils sont prêts donc à continuer en session 2, s'ils étaient en session 1, puis en session 3, en session 4. Et je vois que la plupart, sauf question d'indisponibilité, poursuivent leur effort en s'inscrivant aux sessions successives. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Oui, c'est positif. Et donc, en dernière session, on leur propose même d'essayer d'aller sur des sites qui permettent, d'entreprises qui permettent de continuer à s'exercer individuellement. Donc, quand ils ont terminé le 4e trimestre de session, ils peuvent éventuellement, en attendant qu'on ait créé une 5e session, ils peuvent aller sur Exostim, par exemple, qui est une entreprise avec laquelle on est en partenariat, qui est sur la région PACA, qui est dans la région aixoise, et qui fait, pour l'instant, sur iPad, sur tablette et sur smartphone, mais qui va se mettre également à l'ordinateur prochainement. Merci, nous vous remercions pour ces exercices pratiques, qui ne sont pas faciles, je confirme. Nous allons maintenant poursuivre avec la dernière conférence avec Monsieur Bruno Griot qui va nous parler donc des clés qui vont permettre aux seniors de mieux évaluer les risques, de prendre les bonnes décisions quant à son avenir et puis assumer ses choix. Bon, moi je vais quand même vous dire des choses beaucoup plus banales et qui tombent, j'espère, sous le bon sens. On l'a vu tout à l'heure, le vieillissement, c'est quelque chose qui est inhérent à la vie. Toute vie va vers la mort. Il y a la blague qui dit « La vie est une maladie sexuellement transmissible et constamment mortelle », mais cette finitude fait partie de notre condition humaine. Ceci étant dit, le vieillissement a deux caractères qui sont essentiels à bien avoir en tête. C'est que d'une part, il a un caractère inéluctable, mais il a par ailleurs un caractère qui est imprévisible. Alors le caractère inéluctable, bon, bien sûr, les capacités physiques, les capacités intellectuelles diminuent progressivement chez chacun d'entre nous, mais il diminue de façon très irrégulière. D'aucuns sont en bonne forme pendant très longtemps. On voit des nonagénaires, voire des centenaires. Moi, j'en vois chez mes patients tous les jours qui sont en pleine forme, qui pensent bien, qui raisonnent bien, qui marchent bien. Mais d'autres, du fait d'un problème de santé, se voient rapidement diminuer avec des conditions de vie très dégradées, alors même que la veille, ils allaient bien. Donc, ça va aller mal d'une façon inéluctable, mais quand est-ce que ça va aller mal, on ne sait pas trop. Bon, bien sûr, il faut quand même faire attention à faire beaucoup de prévention. C'est quand même très important. La prévention, d'abord, tout simplement la prévention médicale. Il faut essayer de faire de la bonne prévention, en particulier au point de vue cardiovasculaire, au point de vue
vue rhumatologique, etc. Donc le meilleur allié quand même, je prêche un peu pour ma paroisse, c'est un peu votre médecin traitant à qui il faut faire confiance, parce que on n'a pas tous quand même les compétences suffisantes pour être son propre juge en matière de santé. Il faut aussi maintenir une bonne activité physique. Le physique est très important, la marche, la randonnée, le sport physique et intellectuel. Et donc, à Hold Up, on s'y connaît un petit peu en la matière. Mais je pense aussi qu'il faut essayer en permanence d'être tourné vers les autres. Je crois que le contact avec les autres, c'est quelque chose qui est fondamental. Tourner vers les autres et être utile. Combien de fois on voit des gens, personnes âgées, qui disent « je ne sers plus à rien ». Le « je ne sers plus à rien », c'est une sorte d'anxiété, une source de dépression. Les gens qui ont l'impression de ne plus servir à rien vont vite aller mal. Pour le coup, ils ont une connotation qui foire. Donc, à un moment donné, les choses vont se dégrader. À quel moment ça se produit ? Je pense que c'est à partir de 75 ans quand même que les choses commencent à se dégrader et qu'il y a un risque plus important d'avoir des soucis de santé, donc des pertes d'autonomie. On peut avoir un AVC, on peut se casser le col du fémur, enfin, etc. Je crois qu'il faut avoir la sagesse, mais la sagesse un peu au sens philosophique du terme, de prévoir ce moment-là. De se dire ça ne va pas durer en permanence. Il faut, pour que je reste maître de mes choix, que je prenne des décisions. Je crois que le bon endroit quand même pour faire ces choses-là, si on le peut, c'est au sein de la famille. Il faut en parler autour de soi, à son conjoint, si on en a un encore en vie, à ses enfants, à ses petits-enfants, dire voilà, j'ai l'intention de faire tel ou tel choix de vie quant au logement, quant aux conditions de vie, etc. Mais quelquefois, il n'y a pas de famille. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls, qui n'ont pas d'enfants, voire pas de famille du tout. Il y a quand même des possibilités dans ces cas-là qu'il faut connaître. On peut déjà choisir, en dehors du cadre qu'on verra plus tard de la fin de vie, une personne de confiance, quelqu'un avec lequel on a établi un lien de confiance, mais c'est prévu par la loi, et ça peut être quelque chose d'officiel. Ce sont les notaires qui s'occupent de ça. On peut aller voir son notaire pour lui dire de mettre les choses sur le papier. Bon, on peut faire des choses tout à fait simples. On peut prévoir, si les facultés cognitives commencent à s'altérer, tout simplement de faire une procuration générale à ses enfants, ce qui permet d'être représenté dans tous les actes de la vie juridique, et pas uniquement pour les histoires financières. On peut aussi, c'est un peu moins connu, établir chez le notaire un mandat de protection future. C'est un acte notarié, mais un acte simple qui permet en quelque sorte d'organiser à l'avance, alors qu'on est en forme, une tutelle à sa mesure, en désignant à la fois le mandataire. Je souhaite que telle ou telle personne soit mon mandataire, et les conditions que l'on souhaite soi-même. Donc on prévoit un petit peu sa perte d'autonomie. Enfin, les choses beaucoup plus banales comme la rédaction d'un testament, la désignation de légataire ou d'un exécuteur testamentaire. En dehors des notaires, on peut aussi s'adresser à des associations. Il y a des associations et aussi, à l'échelon local, le département, la mairie, par exemple, propose des possibilités. Les maisons du bel âge, pour ce qui est du département, ont un rôle important en termes d'une part d'information, mais également d'aide pour remplir les formalités, pour remplir ces fameux formulaires APA, etc. Ils ont d'autres fonctions, mais
pas uniquement celle-là en particulier, ils font beaucoup de prévention, ils peuvent faire de la veille sanitaire, organiser des ateliers mémoire et autre chose. Et je crois que la division senior, en ce qui concerne la mairie, organise peut-être d'une façon un peu différente aussi une aide. Il y a, je crois, une conseillère, comment vous l'appelez, je ne sais pas. J'avais noté ça, qui s'occupe de ça, à la division senior de la mairie. En plus, avec la division senior, je crois qu'il faut passer par là pour pour s'orienter vers des partages de repas, etc. Ça, c'est pour l'ensemble des gens auxquels on peut s'adresser. Ce sont des choses auxquelles il faut penser. Et à ce moment-là, quand on arrive à cette tranche d'âge où on voit que quand même l'horizon de la vie diminue, il faut se poser un certain nombre de questions. Et les questions, elles sont relativement simples. C'est qui va s'occuper de nous, d'abord? Qui va s'occuper de nous? Où allons-nous vivre? Avec quels moyens, bien sûr? Et enfin, des questions un petit peu plus profondes, mais qui risquent de se poser, c'est avons-nous des dispositions à prendre à propos de notre fin de vie, avec les progrès de la médecine, de la réanimation, etc. Alors, qui va s'occuper de nous? Bon, les situations sont extrêmement variables parce que il peut y avoir des familles nombreuses, il peut y avoir des gens qui vivent en couple, mais des gens qui n'ont jamais vécu en couple, qui sont des célibataires. Il peut y avoir toutes sortes de gens et tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille auprès de soi. Donc, dans ces cas-là, donc, on peut s'adresser aux mandataires dont on a parlé. Donc il faut quand même prévoir les personnes qui vont s'occuper de nous, prévoir également la possibilité d'avoir des aides ménagères. Il y a d'innombrables associations. Donc, y a-t-il des enfants? Et puis, même s'il y a des enfants ou des petits-enfants, sont-ils sur place? Ce n'est pas toujours le cas, puisque avec la vie actuelle, on peut avoir des enfants aux quatre coins du monde. Et puis, tout simplement, sont-ils décidés ou non à nous aider, ou ont-ils la capacité ou simplement le désir de le faire? Donc, prévoir un petit peu les gens qui vont s'occuper de nous. Prévoir également l'endroit où on va s'occuper où on va finir sa vie, tout au moins là où les dernières étapes de sa vie. Bon, alors le domicile, d'abord, le domicile, c'est la plupart des gens veulent vieillir, voire mourir chez eux. C'est pas toujours le cas, hein. Il faut pas non plus forcément idéaliser le domicile. Et idéaliser le domicile, il y a quelquefois des conditions de vie à domicile qui sont, si c'est précaire, qui sont quand même beaucoup moins agréables qu'en collectivité. Mais enfin, la plupart des gens souhaitent vivre à domicile et vieillir à domicile. Mais est-ce que le domicile est adapté? Est-ce qu'il y a des escaliers? Est-ce qu'il est à proximité des commerces? Est-ce que c'est pas trop loin de la famille? Bon, il y a quand même des tas de conditions pratiques qu'il faut se poser. À ce sujet-là, il ne faut pas hésiter, peut-être en prévision d'une perte d'autonomie, à faire appel à des ergothérapeutes. Il y a des ergothérapeutes qui sont des gens spécialisés un petit peu dans l'aménagement des logements, et en particulier les logements des personnes en perte d'autonomie, qui peuvent venir sur place, voir le logement, voir comment il peut être aménagé. J'ai appris que la Croix-Rouge, par exemple, à Marseille, je ne sais si c'est pas pareil, peut fournir jusqu'à 15 déplacements par personne d'ergothérapeute, et même à titre non onéreux, avec une prise en charge par la sécurité sociale. Donc ne pas hésiter à faire appel à des professionnels, et en particulier des ergothérapeutes, pour une perspective de vieillissement à son domicile. Alors après, si on a décidé
de quitter son domicile, il y a la formule intermédiaire. Alors les formules intermédiaires, c'est un petit peu plusieurs formules. Il y a le foyer logement, qui sont des foyers dans lesquels on peut avoir ses meubles, on peut avoir une relative autonomie, mais en même temps, on a des services, on a de la restauration, on peut avoir de la stimulation cognitive, des sorties, des loisirs. Ça, c'est le foyer logement classique. Il y a des résidences autonomie. Ça, c'est plutôt des histoires immobilières qui sont prévues dès le départ. On construit des logements avec des lieux de vie communs et des lieux de vie individuels. Et c'est fait en général à proximité des commerces, à proximité des services. Ça permet de concilier une vie autonome et une vie sociale. Je ne sais pas s'il y en a énormément dans la région, il y en a beaucoup dans le nord de la France. Et il y a le problème de l'habitat partagé. Alors ça, c'est très à la mode, les gens qui se mettent en coloc. Bon. Enfin ça, je ne suis pas certain que ça marche à tous les coups, parce qu'après, il y a des histoires de... Vous avez déjà des expériences de colocation pour les seniors? Non, mais enfin... Ça existe beaucoup chez les jeunes. Hein, ça existe chez les jeunes. Enfin, les jeunes sont plus tolérants que les vieux, quand même, je pense. Et au bout d'un moment, quand les caractères deviennent acerbes, ça marche pas toujours, m'a-t-on dit, cette truc-là. Et en fait, il y a la classique maison de retraite non médicalisée. C'est l'EPA, établissement pour personnes âgées, qui n'est pas l'EHPAD. Bon, voilà. Alors, il y a des expériences auxquelles on pense un peu, mais dans le nord de la France, j'ai vu ça avec intérêt, c'est le béguinage. Le béguinage qui est une référence au béguinage religieux qui existe surtout chez les Flamands. Quand on va à Bruges voir les béguines là, le long des canaux, elles sont des dames qui sont veuves, très pieuses bien sûr. Elles ont chacun leur petit jardin. Alors elles ont le jardin, leur petite piole, et après le jardin en commun, la chapelle. Donc mélange de vie en commun et de vie simple. C'est décliné au plan laïque et sociétal. Et il y a quelques expériences dans le nord de la France, peut-être parce qu'ils sont plus près de la Belgique et de la Hollande. On n'a pas en France cette expérience que l'on a aux États-Unis, des villages, voire des villes de seniors, hein, où c'est interdit aux jeunes, à la piscine, chacun a son heure de natation, chacun un truc. Pas question qu'un jeune rentre dans cette truc-là. Bon, je ne sais pas si c'est bien marrant cette truc-là, mais enfin, c'est très couru, me dit-on, aux États-Unis. Voilà, pour le coup, il n'y a aucun mélange de génération, alors que quand même toutes les expériences françaises vont quand même dans le sens d'un mélange des générations. Alors, il y a des projets de faire des maisons de retraite à côté des crèches, des affaires comme ça, qui sont évidemment très très intéressantes. Bon, ça c'est pour cette frange d'habitat intermédiaire pour les personnes âgées qui se sentent plus de vivre seules, mais qui ne sont pas vraiment dépendantes. Et après, il y a les fameux, les si décriés, les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. On a beaucoup parlé pendant cette période de pandémie. Elles ont eu leur mort au champ d'honneur, etc. Mais à un moment donné, quand même, l'EHPAD est incontournable, parce que quand les gens ont de gros troubles à la fois moteurs et cognitifs, bon, il y a des moments où le maintien à domicile, pour des tas de raisons, n'est plus possible. On n'est pas bien obligé d'aller en EHPAD, mais il y en a des simples, il y en a des luxueux, il y a toutes sortes de choses. Et je crois quand même que d'abord, il faut se dire qu'en EHPAD, on y rentre très tardivement. On y rentre à partir de 85 ans, je crois. Et la plupart des gens qui rentrent en EHPAD ont des troubles cognitifs. Enfin, en grand nombre, en tout cas. C'est pas quand même... Ce n'est plus la maison de retraite normale, un EHPAD. Voilà. Bon.
Voilà, en gros, les 3 grandes perspectives. La dernière, c'est celle qu'on redoute le plus. Mais il y a aussi des gens qui ne rechignent pas, alors qu'ils sont en bonne forme, à dire je veux aller dans un EHPAD parce que je serais mieux que chez moi. Bon. Merci à vous, Bruno Griot. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'à partir de 75 ans, à peu près, on réfléchisse quand même à la suite en fonction de l'état dans lequel nous sommes, de la famille qui nous entoure, qu'on réfléchisse à la suite. Je crois que c'est ça, faire ses choix de vie, puisque tel est le thème du propos aujourd'hui. Oui, mais c'est difficile. Vivre, ça peut être difficile aussi. Ça peut être difficile, d'une part parce qu'on a tous tendance à se croire immortel, ce qui est une grossière erreur. Et puis, on n'y pense pas, on n'ose pas en parler devant ses enfants. Puis on peut avoir aussi peur de la mort. Donc c'est vrai on peut avoir peur de la mort. Il y a des gens qui ont peur de la mort. Donc parler de faire un testament, par exemple, avec ses enfants, on peut se dire ça y est, on va mourir demain. On a fait notre testament, voilà. Il peut aussi y avoir cette peur chez la personne âgée. Et donc du coup ne pas en parler aussi. Bien sûr. Comment faire dans ces cas-là pour conseiller aux personnes, lorsqu'elles arrivent vers 75 ans, de prendre conscience qu'il y a un certain nombre d'actes à mettre en œuvre dans leur vie? Il faut que ce soit les proches, enfin les enfants peuvent essayer ça, ils peuvent se faire envoyer sur les roses aussi à ce moment-là, mais donc, on peut toujours tenter les choses. Enfin, le médecin peut faire ça, peut dire assez, le médecin de confiance, le médecin traitant peut dire ça à ses patients. Bon. Après, il y a la question, il faut aussi faire une espèce d'audit financier avec quels moyens on va financer ça. Bon, j'ai mon appartement, ma retraite, mes revenus ont diminué, il faut que je paye mon loyer si je suis pas propriétaire, il va falloir que je paye des aides. Alors bon, si j'ai la chance d'avoir quelques revenus à côté, une assurance vie, ou je sais pas quoi, ou des loyers, on peut piocher dedans, mais enfin, la plupart du temps, il faut se poser la question de l'argent. Et il faut aussi se la poser en pensant aux proches, parce que si on arrive au stade de la dépendance, il faut quand même pas oublier, mais enfin ça les gens le savent quand même, c'est que les enfants, voire les petits-enfants, ont une obligation alimentaire. Autrement dit, avant que ce soit l'État qui vous prenne en charge, c'est à la famille de payer. Et si les enfants, voire les petits-enfants, qui souvent n'en ont rien à fiche de cette affaire-là, sont pas d'accord ou ne peuvent pas, on fait appel à l'aide sociale qui, elle, paye, mais se récupère sur les actifs, va récupérer l'appartement s'il y en a un, etc. Donc il faut faire quand même penser un petit peu aux histoires matérielles. Alors on doit préparer notre retraite, une retraite active. Et on doit aussi préparer la deuxième partie de notre retraite. Oui, c'est ça être responsable. Oui. Et enfin, il y a aussi un côté un peu plus morbide. Il faut aussi prévoir un petit peu sa fin de vie. Alors, si on part dans le coma, qu'on a un cancer incurable, que les méchants médecins en réanimation veulent nous faire de l'acharnement thérapeutique, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, quand même, les choses se sont modifiées ces dernières années. Il y a eu la loi Kouchner en 2002, je crois, et la loi Claes-Leonetti en 2016, qui ont institutionnalisé deux choses. D'une part, les directives anticipées, qui ont maintenant force de loi. Il faut penser à établir ces directives anticipées, à dire je ne veux pas être ranimé dans certains cadres précis, bien entendu, un cadre légal qui est relativement rigoureux, mais si j'ai aucune chance de m'en sortir, si la douleur est intolérable, je ne veux pas être ranimé et j'accepte, je demande qu'on m'applique une sédation continue qui est susceptible d'entraîner mon décès. C'est prévu par la loi, ça. Donc, prévoir ces directives anticipées et
prévoir un petit peu la fameuse personne de confiance, si ça n'a pas été fait, qui, elle, a le droit d'assister aux entretiens avec les médecins et elle a le droit de leur dire mais ce monsieur ou cette dame, mon père ou ma mère avait dit qu'en aucun cas, pas question, et on tient compte de cet avis. Donc voilà, il faut penser à désigner une personne de confiance, penser à désigner aussi à faire des directives anticipées parce que bon, ça risque à tous de nous arriver. Et, bon, ça n'a jamais fait mourir personne encore une fois, que de le prévoir, ça aussi. Voilà, donc je crois que c'est une espèce de regard qu'à un moment donné, la sagesse de porter un regard sur sa vie passée aussi, mais aussi sur sa vie future. C'est pas forcément des choses très tristes, hein, mais c'est mettre ses affaires en ordre, comme on disait avant. Voilà. Merci à vous, Bruno Griot. Je remercie nos trois intervenants de cet après-midi, Bruno Griot, Michel Poncet et Jean-Claude Orsini, pour la richesse de leurs interventions, leur humour aussi, et puis leur éclairage sur les seniors, la vieillesse, et puis les vieux, puisque c'est le terme que vous utilisez chez Hold Up. Bien maintenant, on regardera cette période de notre vie avec un nouvel éclairage, plus ouvert. Nous avons vu qu'il était important d'avoir une retraite active, y compris dans la deuxième partie de vie de notre retraite, à partir de 75 ans, de poursuivre donc les échanges, les rencontres et de toujours apprendre. Voilà, donc vous avez eu cet après-midi des exemples d'associations prêtes à vous recevoir pour pouvoir continuer à apprendre. La ville de Marseille aussi propose des activités entraînantes, enrichissantes pour vous. Donc poursuivez toujours l'apprentissage, l'autonomie sera toujours présente avec la connaissance. Et voilà, nous vous souhaitons une très belle fin de journée. Merci à vous tous.